Un garçon effrayé demande à changer de chambre, le réparateur démonte et découvre quelque chose de terrifiant. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de paix en regardant ce film. Emily était une mère célibataire qui élevait son fils de 8 ans, James. Il vivait modestement, vivant de son maigre salaire d'institutrice. La vie était tranquille, paisible même, jusqu'à ce que James commence à dire des choses qu'Emily ne pouvait expliquer. « Maman, je n'arrive pas à dormir », murmura James un soir tandis qu'Emily se penchait pour lui souhaiter bonne nuit. « Le mur de ma chambre, il me souffle dans l'oreille. » Emily fronça les sourcils, perplexe. « Que veux-tu dire ? Qui respire ? » « Le mur, » dit James. « Il respire, comme une personne âgée. C'est doux, mais je l'entends distinctement. » Emily rit doucement et s'assit à côté de lui sur le lit. « C'est sûrement juste le vent, mon chéri. Ce bâtiment est vieux. Les bruits étranges sont normaux. » Mais James secoua la tête, remontant la couverture jusqu'à son menton. Sa voix tremblait. « Ce n'est pas le vent, c'est la chaleur. » 3 jours plus tard, James commença à aligner des bandes de ruban adhésif sur le mur de sa chambre. Des rangées nettes et méthodiques, comme s'il cherchait à isoler quelque chose. Emily a paniqué en le voyant se boucher les oreilles avec du sparadrap médical avant d'aller se coucher. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-elle demandé, alarmée. « Alors je ne l'entends plus » murmura James. L'inquiétude la submergea. Était-ce du stress? Un problème psychologique? Quelque chose de plus profond? Emily contacta l'institutrice de James, mademoiselle Marie Logan, une femme bienveillante qui portait toujours des cahiers d'exercice sous un bras et une thermos de thé à la menthe poivrée dans l'autre. Mademoiselle Logan secoua la tête pour le rassurer. James va bien. Aucun signe de harcèlement ou de détresse. Peut-être, il a juste de l'imagination. Si vous êtes inquiet, envoyez-le voir un psychologue pour enfants. Mais personnellement, je pense que ce n'est qu'une phase. Emily hocha la tête, mais le malaise persistait dans sa poitrine. Cette nuit-là, après que James se soit endormi, Emily fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle resta dans sa chambre. Juste quelques minutes. Elle éteignit les lumières et écouta. La pièce était calme. Sombre. Silencieuse. Emily s'appuya doucement contre la tête de lit, l'oreille collée au mur dont James avait parlé. Au début, elle n'entendit que le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Mais alors, un son faible. Un sifflement léger et doux. « Pourquoi est-ce que ça ressemble à une respiration » murmura-t-elle en se redressant. Le lendemain, elle inspecta le mur d'une main tremblante. Pressant ses doigts sur le plâtre, elle s'arrêta lorsqu'une étrange sensation lui effleura la peau, une légère brise. « C'est peut-être vraiment un courant d'air » se dit-elle. Un vieux mur, peut-être une bouche d'aération, ou une fissure. Le lendemain, Emily descendit au rez-de-chaussée pour parler au gérant de l'immeuble, Edward Morgan. Cet homme d'une 50aine d'années sentait toujours le pétrole et la cigarette. Il était du genre à ne jamais s'inquiéter de quoi que ce soit. « Un courant d'air, hein » dit-il en bâillant. « Probablement un panneau fissuré. Tu peux le sceller avec du mastic. Ou je demanderai à quelqu'un de le souder, si j'ai le temps. »« Sais-tu ce qu'il y a derrière ce mur » demanda Emily. Edward fronça les sourcils. « Appartement 3D, c'est ça ? » ?»« Non, c'est juste un trou. » Il y avait un système de ventilation qui traversait tous les étages. Il a été scellé en 1996, je crois, après une fuite de gaz au sous-sol. Une fuite de gaz? Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Ouais. Ce n'était pas énorme, mais assez grave pour paralyser tout le sous-sol. Personne n'y est retourné depuis. Emily rentra chez elle, le malaise la rongeant. Cette nuit-là, James refusa de dormir à nouveau dans sa chambre. Il empila des livres contre le mur comme une barricade. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi dormir sur le canapé » supplia-t-il. Le mur raconte des histoires. « Quelles histoires » demanda Emily en essayant de garder une voix calme. « Des histoires bizarres. Sur l'obscurité. Sur les gens sous terre. Sur un couloir dont personne ne se souvient. Je ne veux pas les entendre. » Emily le serrait contre elle, essayant de le calmer, mais la peur fleurissait dans sa poitrine sombre, épaisse et suffocante.
Le lendemain matin, désespérée, elle appela un vieil ami d'université, Robert Monroe, ingénieur en structure travaillant désormais en freelance dans le diagnostic acoustique. Il l'avait aidé à résoudre des problèmes de plomberie, et elle lui faisait confiance. « Émilie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, répondit Robert, joyeux. Quelque chose de grave? Très sérieux, répondit-elle. Le mur de la chambre de mon fils respire. Et peut-être même murmure. Il y eut un silence au bout du fil. Tu es sérieux? Venez, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Cet après-midi-là, Robert arriva avec un grand sac à outils, des capteurs de pression et de son, ainsi qu'une caméra thermique. Il colla son oreille contre le mur et resta immobile un long moment. Il y a bien un mouvement d'air, a-t-il confirmé. La pression est basse, mais constante. Ce n'est pas un flux d'air extérieur normal. Qu'en penses-tu? Demanda Émilie. Robert tapota le mur. C'est un espace creux, entre deux couches de briques. Si votre responsable a raison, ça fait partie de l'ancien système de ventilation. Il n'est plus actif, mais il est toujours là. La question est, murmura Émilie, où va-t-il? Peut-être que ça mène quelque part, dit lentement Robert. Quelque part où il y a encore quelqu'un. Émilie sentit un frisson la parcourir. Sa peur avait maintenant pris forme, une ombre dans l'obscurité, tapie derrière le mur, attendant. Il faut que tu ailles au fond des choses, dit Robert plus tard à la table de la cuisine. Il y a bien des bruits dans le mur, mais ce n'est pas le vent. Les mains d'Émilie tremblaient tandis qu'elle versait le thé. Que veux-tu dire? Robert lui tendit un petit enregistreur. Laisse ça dans la chambre de James ce soir. N'écoute pas tout de suite. On y reviendra ensemble demain. Émilie hocha la tête. Cette nuit-là, en regardant James recroquevillé sur le canapé, serrant son oreiller, les yeux assombris par des nuits de sommeil perdu, son cœur se serra. « Maman » murmura le garçon, « je ne veux pas y retourner. J'ai rêvé que le mur avait une bouche. » Encore un rêve? Émilie s'assit à côté de lui. « Dis-moi ce que tu as vu. » Il y a quelqu'un derrière le mur. Il raconte des histoires. Pas comme les tiennes. Des histoires sombres. Il dit des choses étranges, maman? Comme le trou noir, et dit que les oreilles des enfants entendent mieux que celles des adultes. Émilie se figea. Ce soir-là, elle posa le magnétophone sur la table de nuit de James et l'embrassa sur le front. Après l'avoir installé sur le canapé, elle retourna dans sa chambre et s'effondra sur son lit. Elle ne pouvait pas dormir. Une question pulsait dans son esprit comme un battement de cœur, qui? Le lendemain matin, Robert revint. Il glissa la carte mémoire dans son ordinateur portable. Émilie s'assit à côté de lui, les doigts crispés sur la coudoir. L'enregistrement commença, la respiration lente et régulière de James. Le doux bruissement du tissu lorsqu'il se retourna. Puis, silence. Et puis c'est arrivé. Un son. Faible. Si faible. Comme un murmure, un sifflement entre deux dents serrées. Robert a augmenté le volume. Le son devint plus clair toujours étouffé, enveloppé de couches denses mais indéniablement une voix. La voix d'un vieil homme. Lente. Pleureuse. Rythmée. Il était une fois, disait-il, un petit garçon qui vivait dans une pièce dont le mur était audible. Le mur adorait écouter chacun de ses rêves. Émilie se redressa brusquement, le visage blême. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Robert a arrêté la lecture. Ce n'est pas un écho aléatoire, dit-il d'un ton sombre. Quelqu'un chuchote délibérément. Et il sait qu'il y a un enfant dans cette pièce. La voix d'Émilie tremblait. Qu'est-ce qu'on fait? Robert resta silencieux, puis dit, il faut revérifier le conduit d'aération. Je ne pense pas qu'il ait jamais été correctement scellé. L'après-midi même, Robert revint avec un endoscope spécialisé. Avec précaution, il perça un petit trou à l'endroit où le courant d'air avait traversé le mur. La caméra se glissa entre les briques. Ce qu'il révéla était effrayant, un puits étroit, descendant verticalement. Un tunnel qui ne devrait pas être là. Et quelque part au fond de ce puits, quelque chose attendait. C'est ça. C'est l'ancien système de ventilation. Il descend des étages jusqu'au sous-sol, confirma Robert. Nous devons découvrir où cela mène. Émilie semblait inquiète.
Alors, si quelqu'un parle, où est-il? Peut-être encore à l'intérieur du bâtiment? Robert répondit, ou dans ce sous-sol fermé. Émilie appela de nouveau Édouard. Cette fois, le gérant de l'immeuble ne semblait pas très à l'aise lorsqu'elle aborda le sujet de la ventilation. Je croyais qu'ils étaient tous scellés, dit-il en fronçant les sourcils. Quand j'ai remplacé les tuiles en 2004, j'en ai vu quelques-unes scellées. Et tu es sûr qu'ils étaient tous scellés? Demanda Émilie. Tu crois qu'il y a quelqu'un dans les conduits? S'exclama Édouard d'un ton moqueur. Allons, mademoiselle l'institutrice. Ce n'est pas un film d'horreur. Alors donnez-moi la permission d'accéder au sous-sol, dit froidement Émilie, ou je signalerai cela aux autorités comme un problème de sécurité du bâtiment. Édouard soupira. D'accord, d'accord. Reviens demain. Je t'emmène. Mais je te le dis tout de suite, il n'y a que de la moisissure et des déchets en bas. Cette nuit-là, James fit un autre cauchemar. Il se leva brusquement dans son lit, trempé de sueur, balbutiant, arrête de raconter ces histoires. Je ne veux pas les entendre. Je déteste les histoires d'oreilles accrochées au mur. Émilie le serra fort, ses larmes coulant dans ses cheveux. Je suis là. C'est moi. Tu es en sécurité maintenant. Non, il est toujours là, murmura James. N'aie pas peur. Ce ne sont que des oreilles qui écoutent. Je déteste cette voix. Émilie se tourna pour regarder le mur. Dans la douce lueur de la veilleuse, il paraissait silencieux, inerte. Mais elle savait que quelque chose derrière lui était vivant. Observant. Chuchotant. Le lendemain matin, Émilie a appelé Robert. Nous devons aller au sous-sol aujourd'hui. Robert hocha la tête. D'accord. Mais je veux amener quelqu'un d'autre. Un ancien collègue, Ethan. Ethan Grant. Ingénieur en structure. Il travaillait sur des projets de restauration d'anciens systèmes de ventilation. Il s'y connaît mieux que moi. Émilie était d'accord. Quand Ethan est arrivé, elle a vu un homme grand et sérieux d'une quarantaine d'années, portant un ensemble de plans enroulés dans un tube en cuir. Enchanté, Madame Émilie, dit Ethan en lui serrant la main. Robert m'a parlé de cette affaire. Ça paraît étrange, mais ça ressemble étrangement à quelque chose que j'ai vécu en 2018, à Salem. Un vieil homme vivant près d'une station-service utilisait un vieux système de canalisation pour espionner tout le quartier. Émilie frissonna. Des choses comme ça sont déjà arrivées? Ethan hocha la tête. Ne sous-estime jamais le côté tordu des gens. Une fois qu'ils trouvent le moyen de rester près de toi sans être vus, ils sont prêts à tout. Robert intervint. On va suivre le conduit depuis la chambre de James. Avec un peu de chance, il mène directement au sous-sol. Ethan déroula le plan, pointant du doigt une ligne pointillée qui descendait le long du bâtiment. Ici, le conduit d'aération principal relie le 5e étage au sous-sol. S'il n'est pas complètement étanche, le son pourrait certainement le traverser. Émilie serra les poings. Alors, allons-y. Le sous-sol se trouvait derrière une vieille porte métallique, verrouillée par un cadenas rouillé. Édouard la déverrouilla pour eux, plissant les yeux tandis que la lampe de poche de Robert éclairait l'obscurité. Faites vite. Cet endroit est poussiéreux et l'air est lourd, murmura-t-il. À l'intérieur, l'espace était froid, humide et étouffant. Des toiles d'araignée pendaient partout et la moisissure maculait les murs. Ils empruntèrent un long couloir, la lampe torche éclairant à peine quelques mètres plus loin. Puis ils s'arrêtèrent devant une petite porte métallique. Elle semblait avoir été brisée de l'intérieur. Regarde ça. Ethan pointa du doigt. Quelqu'un vivait ici. Et il ne voulait pas rester enfermé. Émilie ravala un hoquet. Robert ouvrit lentement la porte. Le faisceau de la lampe torche éclaira une petite pièce, à peine plus grande qu'une chambre. Des panneaux de mousse insonorisante étaient collés au mur. Dans un coin se trouvait un bureau en bois, un vieil ordinateur, des cahiers, des enregistreurs, de minuscules enceintés, surtout, un microphone fixé au plafond, juste sous l'ouverture du conduit. Émilie haleta et recula en titubant, manquant de tomber. Oh mon Dieu! Quelqu'un vivait ici. Et murmurait à l'oreille de mon fils tous les soirs. Comment quelqu'un pourrait-il vivre ici sans que personne ne le sache? Émilie recula dans le couloir humide, se tenant la tête, se sentant mal à l'estomac. Robert leva la main pour la calmer. Ça va? Je n'arrive pas à y croire, haleta Émilie.
Juste sous nos pieds, quelqu'un parlait dans un micro, comme s'il racontait une histoire à mon fils avant de dormir. Ethan s'agenouilla et examina la pièce avec sa lampe de poche. Regardez. Les murs sont rembourrés de mousse acoustique. Des LED encastrés. Cet endroit a été construit avec soin. Ceux qui y ont vécu étaient méticuleux. Mais pourquoi, s'étrangla Emily. Robert secoua la tête et s'approcha du vieux bureau en bois. Dessus se trouvait un ordinateur Dell vintage et un fouillis de fils. Il y a du courant. La machine fonctionne encore, dit Robert en branchant le câble sur une prise murale. Une faible lueur illumina l'écran au démarrage de la machine. Ethan sortit un carnet d'un tiroir sous le bureau. Il en feuilleta quelques pages. Notes sur différents appartements. Entrées numérotées. Par exemple, 3D, enfant très réactif. Voix forte. Pleure souvent. Enregistrement toutes les 21h30. Emily sentit un frisson lui parcourir le dos. Robert ouvrit un dossier sur l'ordinateur. L'interface était simple, un répertoire intitulé « Projet Springfield ». À l'intérieur se trouvaient des fichiers comme 1-A-Broom-20220614. 2B chambre matin. 3D Night Story 7. Oh mon Dieu, murmura Robert. Il a tout enregistré. Chaque pièce du bâtiment. Emily tremblait. Jouant une. Mais pas depuis notre appartement. Essayant une autre. Robert a cliqué sur un fichier nommé 2B-Baroom-20230110. Le son retentit. L'eau coule. Le bruit d'une brosse à dents. Puis une douce voix féminine. Lucas, arrête de jouer avec ça. C'est l'appartement de Caroline, s'exclama Emily. Elle a un fils qui s'appelle Lucas. Le 2B est juste en dessous du mien. Ethan resta figé. Il ne visait donc pas seulement James. Il surveillait tout le bâtiment. Emily s'effondra à genoux, la tête qui tournait. Il surveille tout le monde, depuis des années. Robert a fermé le fichier et en a ouvert un autre, 3D Night Story 6. Le son commença. D'abord, le bruit d'une respiration, clairement celle d'un homme âgé. Puis la voix parla, lentement. Petit, n'aie pas peur. L'histoire de ce soir parle d'un garçon qui vivait avec sa mère. Il était très curieux. Et devine quoi? Il avait des oreilles très particulières. Emily se redressa brusquement en hurlant. Éteignez-le. Éteignez-le tout de suite. Robert a immédiatement arrêté la lecture. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Bon sang. Il a parlé directement de mon fils. Il connaissait son nom. Sa chambre. Son heure de coucher. Robert? Je vais perdre la tête. Ethan s'avança, la voix tendue. Il faut appeler la police. Tout de suite. Ce n'est pas juste de l'écoute clandestine. C'est une grave atteinte à la vie privée. Et James? Emily se tourna vers lui, presque suppliante. S'il sait qu'on le traque, que va-t-il faire? Il est toujours dans l'immeuble? Robert réfléchit attentivement. Il est peut-être parti. Ou, il vit peut-être encore dans l'un des appartements. Se faisant passer pour un simple résident. Mais une chose est sûre, il a vécu ici longtemps. Ethan a ramassé un petit microphone au plafond, branché directement dans le conduit. Voilà. Voici comment il a procédé. Un micro branché sur un haut-parleur miniature. Le son montait directement par la bouche d'aération jusqu'au 3e étage. Alors pourquoi seul James pouvait-il l'entendre? Demanda Emily. Robert se tourna vers elle. Parce que les enfants sont plus sensibles aux sons graves. Et il a parfaitement calculé son moment. Il a raconté des histoires juste au moment où James s'endormait, quand le bâtiment était le plus silencieux. Emily se couvrit le visage. Oh mon Dieu! Je pensais que mon fils se faisait des idées. Robert lui posa la main sur l'épaule. Emily, personne n'aurait pu inventer une chose pareille, mais maintenant tout est clair. Nous devons apporter toutes ces preuves à la police. 1 heure plus tard, la police locale est arrivée. 2 agents, un jeune homme nommé Henry Monroe et une policière nommée Teresa Dawson, ont été dépêchés sur les lieux. Nous devrons emporter tout cet équipement pour analyse, a déclaré Teresa après avoir inspecté la pièce. S'il vous plaît, je veux juste savoir qui a fait ça, dit Emily en tremblant.
Henri hocha la tête. On va commencer par examiner la liste des résidents, vérifier les images de sécurité et comparer les données avec les relevés de consommation électrique du sous-sol. Cette personne a clairement évité d'utiliser les systèmes officiels pour rester caché. Ethan a ajouté, il y a une autre possibilité, il vivait dans l'immeuble mais se faufilait ici chaque nuit en utilisant les voies de maintenance. Emily se souvint soudain de quelque chose. Il répétait une phrase dans les enregistrements. James m'a raconté qu'il disait, les voix des enfants sont les plus vraies. Teresa l'a immédiatement noté. Robert a ajouté, nous avons également trouvé une liste de suivi détaillant chaque appartement. Vous pourriez la comparer aux données des factures d'électricité pour identifier les personnes ayant subi une activité inhabituelle. Henri se tourna vers Emily. Y a-t-il quelqu'un dans cet immeuble qui t'a déjà semblé bizarre? Quelqu'un qui traîne ou qui se comporte bizarrement? Emily secoua la tête. Non. Attendez, il y a un vieil homme qui vit dans l'unité 4C. Un type tranquille, toujours assis seul sur le banc près du hall. Je ne l'ai jamais vu parler à qui que ce soit. Je ne connais même pas son nom. Robert hocha la tête. Je l'ai vu plusieurs fois. Il ne ressemble pas à un locataire typique. Henri prit des notes. 4C est compris. On va s'en occuper. Après le départ des policiers, Emily resta assise en silence dans le salon. James était à côté d'elle, en train de dessiner. Il représentait une pièce au mur bleu, et sur le mur poussait une oreille géante. « Qu'est-ce que c'est, chérie » demanda-t-elle doucement. « C'est l'oreille du mur » murmura James. « Elle est vraiment énorme. Quand je te parle, elle me fait toujours vibrer. » Emily sentit une boule lui monter à la gorge. « Mais maintenant, maman sait, et je ne laisserai plus cette oreille t'écouter, d'accord ?» Elle le serra fort dans ses bras, si fort que James se tortilla. « Aïe, maman, doucement. » James eut un faible rire. Emily rit à travers ses larmes. « Désolé. C'est juste que, je t'aime tellement. » Robert sortit de la pièce. « Emily, il serait peut-être préférable que James reste à la maison un moment. Je connais une excellente psychologue pour enfants à Burlington. Elle pourrait peut-être l'aider à gérer ça. » Emily hocha la tête. « Merci, Robert. Sans toi. » Robert lui fit signe de partir. « On n'a pas fini. Ce type est toujours là. » Emily serra les poings. « Nous avons besoin d'une autorisation pour accéder à l'ensemble du système de maintenance, » a déclaré Ethan le lendemain matin, alors que le groupe retournait au rez-de-chaussée. « Si nous voulons tracer entièrement le système de ventilation, nous devrons ouvrir tous les panneaux d'accès au plafond et au sous-sol. Il n'y a pas d'autre solution. » « Et Edward » demanda Emily. « Acceptera-t-il » Robert hocha la tête. « Je l'ai appelé hier soir. Il a dit qu'il nous accorderait un accès temporaire à condition qu'au moins un ingénieur certifié supervise. » Ethan sourit. « On dirait que c'est mon boulot, alors. » Ce matin-là, le ciel de Springfield était gris et lourd. Les nuages étaient bas, comme si la pluie était imminente. Ils retrouvèrent Edward dans la salle de maintenance du rez-de-chaussée, où étaient conservées les clés mécaniques et les plans techniques du bâtiment. « Tu en es absolument sûr » demanda Edward, tenant un trousseau de clés rouillées. « C'est humide là-dessous. Personne n'y est allé depuis près de 20 ans. La moisissure peut mettre quelqu'un KO. On a des lampes de poche, des filtres et des extracteurs d'air. »« On est prêt » répondit Ethan avec fermeté. « Et si quelqu'un avait réellement vécu là-bas » demanda Emily d'une voix hésitante. Edward ne répondit pas. Il tendit simplement les clés à Robert et murmura « Fais attention. » Ils commencèrent au 3e étage, où se trouvait la chambre de James. Robert retira un panneau d'accès au plafond et inséra l'endoscope dans le conduit qu'il avait inspecté plus tôt. « Ce conduit descend droit » a-t-il indiqué. « Il n'y a pas d'obstruction, contrairement à ce qu'indique le plan. » Ethan compara le vieux plan et secoua la tête. « Ça n'a aucun sens. Le dessin montre clairement une impasse au rez-de-chaussée, mais le conduit continue. Ça veut dire que le plan a été modifié, ou qu'on cache quelque chose. » Robert introduisit l'endoscope plus profondément. Au bout d'un moment, il se figea. « Que vois-tu » demanda Emily à voix basse. Robert hocha la tête. « Il y a une ramification qui descend jusqu'au sous-sol. Apparemment, il y a une pièce cachée. Elle est directement reliée au système de ventilation. La chambre du compteur,
murmura Ethan, les lèvres serrées. Émilie sentit ses jambes se figer. Allons-y. Il leur a fallu près de 2 heures pour suivre les conduits du 3e étage au sous-sol. Ils ont dû retirer plusieurs panneaux de plafond, utiliser des lampes infrarouges et des manomètres pour vérifier les dérivations secondaires. Ils sont finalement arrivés à une porte en fer rouillé, dissimulée derrière un mur en bois délabré dans le local électrique du sous-sol. Robert alluma sa lampe. La serrure a été coupée et ressoudée de l'intérieur. Regardez, les soudures sont irrégulières, solides, mais faites à la va-vite. Quelqu'un a peut-être été enfermé et a forcé la porte. Ethan inséra la clé dans la serrure. Un clic sec résonna. La porte s'ouvrit en grinçant, et une bouffée d'air froid s'en échappa, comme si on ouvrait un congélateur. Émilie se couvrit le nez pour se protéger de l'odeur acrémoisie. Ils entrèrent. Ce n'était pas une salle de maintenance classique. Les murs étaient épais, la petite fenêtre était barricadée et une autre porte en acier se trouvait à gauche de la pièce. Robert s'approcha et tourna prudemment la poignée. La porte s'ouvrit, ouvrant sur un espace plongé dans le noir complet, éclairé seulement par les faisceaux lumineux de leurs lampes de poche. La pièce était petite. Les murs étaient tapissés de panneaux acoustiques. Dans un coin se trouvait un bureau avec un enregistreur, un ordinateur, des livres et un microphone pointé vers le haut, directement relié au système de conduit qu'ils avaient repéré. Sur le mur, il y avait des dizaines de vieilles étiquettes de rubans adhésifs, griffonnées de notes, rires matinaux à double sens, 3D quand l'enfant chante, pour le silence de la nuit marine. « Oh mon Dieu !» murmura Émilie en tremblant. Il ne s'est pas contenté d'enregistrer, il a catégorisé les émotions de chaque son. Robert alluma l'ordinateur. L'interface était obsolète, aucun mot de passe n'était requis. Le dossier principal s'intitulait « Oreille à l'écoute ». Émilie serra les poings. Oh mon Dieu! Il était vraiment obsédé. Robert ouvrit quelques dossiers. Une voix d'enfant retentit, « Maman, j'ai sommeil. » C'était James. Puis la voix d'Émilie, « Dors, chérie. Maman est là. » Le son avait été enregistré, coupé et joué en boucle comme une berceuse en boucle. Ethan a trouvé un petit émetteur relié au micro et au haut-parleur du plafond. Il utilisait une fréquence interne pour diffuser le son dans les pièces via les conduits. Personne ne le savait, car il n'avait jamais branché le système principal. Sous le bureau se trouvait un tiroir. Robert l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers d'identité, un vieux passeport et quelques photos en noir et blanc, un homme d'une 60aine d'années, yeux enfoncés, cheveux argentés, portant une blouse de technicien. Sur la carte d'identité, on pouvait lire « Matthew Smith ». « C'est lui », dit Robert doucement. « Matthew Smith, ancien ingénieur acoustique. J'ai déjà entendu ce nom. Licencié il y a des années pour avoir utilisé des technologies de surveillance à des fins personnelles. » Émilie haleta. « Alors il vivait ici, juste en dessous de chez nous ?» Ethan hocha la tête. Ça aurait pu être des années, peut-être plus. Il vivait comme un fantôme. Pas de permis de résidence, pas de registre des services publics, il utilisait des piles pour alimenter son équipement, il enregistrait le moindre son. Émilie recula. Elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un comme lui ait écouté ses berceuses, ses conversations, même ses moments les plus intimes. Nous devons remettre tout cela à la police aujourd'hui, dit Robert en sortant un disque dur externe et en sauvegardant soigneusement toutes les données. S'ils découvrent que nous avons découvert cela, ils pourraient tout effacer. Nous devons agir vite. Ethan éteignit l'ordinateur. Il y a encore une chose. Quoi? Émilie leva les yeux. Ethan désigna le plafond. Il a installé une gaine secondaire menant à l'appartement 4C. Encore 4C? Émilie fronça les sourcils. Je ne l'ai pas déjà dit? Il y a un étrange vieil homme qui vit là. Il part rarement, toujours sur ce banc en bas. Robert haleta. Et s'il avait quitté le sous-sol et se faisait passer pour un simple habitant? Ethan sortit son téléphone. Il faut qu'on appelle tout de suite. Si ces appareils sont encore allumés, ils pourraient tout écouter. Émilie a attrapé la main de Robert. Je ne le laisserai plus jamais s'approcher de mon fils. Robert la regarda dans les yeux. Tu ne seras pas seul. On va mettre fin à tout ça. Émilie, es-tu sûre que tu vas bien? Demanda-t-il en la remarquant figée, les mains si serrées qu'elles étaient devenues pâles. Émilie ne répondit pas.
Son regard était fixé sur la minuscule caméra que Robert venait de sortir de derrière la grille d'aération. Pas plus grosse qu'une pièce de monnaie, elle était discrètement fixée au plafond à un œil invisible qui surveillait sa famille, heure après heure. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Il n'a pas seulement écouté, dit lentement Ethan. Il a observé. Combien ? Demanda Emily d'une voix rauque. Robert ouvrit une petite boîte en bois trouvée dans un coin de la pièce et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvaient 8 caméras miniatures identiques. Chacun est étiqueté 1A, 2B, 2C, 3DE. Tous les appartements de cet immeuble, dit-il en se tournant vers Emily. Le tien aussi. Emily frissonna et s'effondra sur une chaise, la tête baissée. Ethan continua de fouiller, vérifiant les tiroirs sous le bureau. Il en sortit une épaisse pile de papiers agrafés, un journal détaillé des appartements, leur routine, leur profil sonore et d'étranges symboles. « Regardez ça », dit-il en le tendant à l'officier Teresa, qui venait d'entrer. On dirait qu'il a classé les locataires selon la fréquence de leur voix et leur réaction à la surveillance, dit Teresa d'une voix tendue. C'est plus que dérangeant. L'agent Henry Monroe inspectait l'ordinateur. Il cliqua sur un dossier intitulé Émotion, et des dizaines de vidéos sont apparues. De courts extraits, certains de quelques secondes, d'autres de quelques minutes, capturaient les moments les plus intimes des gens, cuisiner, se changer, les enfants jouer, et même prendre un bain. C'est incroyable, murmura Henry en serrant sa casquette. Il a filmé des gens nus. C'est un crime grave. Robert a pointé l'écran. Les vidéos étaient enregistrées sur un disque dur et diffusées en boucle. Mais les vidéos spéciales, il les enregistrait dans un dossier appelé Favoris. Emily ne pouvait pas regarder. Elle se détourna, mais Henry ouvrit quand même le dossier et fronça les sourcils. Voilà. Ils viennent tous de l'unité 3D. Votre appartement, dit-il. Le premier enregistrement a été sauvegardé il y a plus de 2 ans. Emily baissa la tête, tout son corps tremblant. Elle ne voulait pas savoir depuis combien de temps elle était surveillée. Elle savait seulement que depuis que James avait 5 ans, quelqu'un, caché dans l'obscurité, suivait chacun de ses mouvements. Il y a aussi de l'audio, ajouta Teresa. J'envoie le disque dur entier à l'unité des enquêtes spéciales de Washington. Ils disposent d'outils pour récupérer le contenu supprimé. Ethan se figea, puis désigna un appareil rectangulaire sur le sol, ce qu'ils avaient auparavant supposé être juste une batterie. Il n'a pas seulement enregistré. Il a transmis, a expliqué Ethan. Il a peut-être utilisé des ultrasons pour diffuser le son à travers les murs sans interférence. Quoi? Emily leva les yeux écarquillés. C'est un filtre anti-bruit. Il permet au son de traverser clairement des matériaux épais, comme le béton, explique Ethan. Cela explique pourquoi seul James pouvait l'entendre aussi bien, et pas vous. Teresa hocha la tête et se tourna vers Robert. Je veux que tout ce matériel soit transporté sous ma supervision, comme preuve. Robert ferma l'ordinateur portable et débrancha soigneusement les câbles. Je m'en occupe. Emily était assise tranquillement dans un coin. James logeait ce jour-là chez leur voisine du 2e étage, Caroline. Mais même en sachant qu'il était en sécurité, Emily se sentait comme une mère ratée. Chaque avertissement que James avait donné, chaque appel à l'aide qu'elle avait rejeté, tandis qu'il était hanté chaque nuit par cette voix grotesque, elle dormait profondément juste de l'autre côté du mur. Ethan posa une main sur son épaule. Emily, tu as découvert tout ça. C'est ça qui compte. Grâce à toi, des dizaines de familles pourraient être sauvées d'une horreur qui dure depuis des années. Je n'arrête pas de penser. S'étrangla Emily, la voix brisée. Si je l'avais écouté dès le début, il n'aurait peut-être pas eu si peur aussi longtemps. Robert s'assit à côté d'elle, le regard adouci. Personne n'aurait pu imaginer ça. Des murmures à travers les murs, qui l'aurait cru? Henry est intervenu. Nous avons confirmé la véritable identité de l'homme derrière tout ça. Comme vous l'avez dit, il s'appelle Matthew Smith. 60 ans. Ancien ingénieur du son de Boston. Licencié il y a 12 ans après avoir été surpris en train d'utiliser du matériel de surveillance sur des clients prestigieux. Tu as une photo? Demanda Ethan. Teresa sortit son téléphone. Sur l'écran, un visage familier apparut, des yeux enfoncés, des cheveux argentés, une barbe clairsemée et un regard vide qui ne semblait jamais interpeller personne. Emily recula. C'est le vieil homme sur le banc. Il habite au 4C, c'est ça?
Henri a confirmé, il est enregistré là-bas, mais selon les données des services publics, cet appartement n'a montré aucun signe d'habitation au cours des 3 dernières années. Alors il faisait semblant d'y vivre, mais en fait, il logeait au sous-sol, demanda Émilie, le cœur battant. C'est possible. Ou peut-être qu'il a migré entre les deux. D'après les enregistrements que nous sommes en train de compiler, plusieurs caméras de sécurité l'ont filmé errant dans les lieux tard le soir. Ethan soupira. Nous avons affaire à quelqu'un qui possède une expertise technique, des connaissances en architecture et une obsession profondément troublante pour les voix. Teresa a poursuivi, nous avons émis un mandat d'arrêt interne et scrutons les caméras de surveillance. S'il n'a pas quitté la ville, nous l'arrêterons. Émilie serra les poings. Il doit payer. Cet après-midi-là, tout le matériel fut transporté au commissariat régional. Avant de partir, Robert demanda une inspection complète de tous les appartements suspectés d'être surveillés. Chaque ancien conduit d'aération doit être scellé et chaque dispositif suspect retiré, dit-il à Edward, qui se tenait maintenant silencieux, le visage pâle. Je n'y connaissais rien, murmura Edward. Je croyais que c'était juste un niveau utilitaire verrouillé. Je n'en avais aucune idée. Aucun de nous ne l'a fait, dit doucement Robert. Émilie rentra chez elle au coucher du soleil. Elle prit James dans ses bras, et Caroline la regarda désormais différemment. C'était le regard de quelqu'un qui venait de réaliser que des choses terrifiantes peuvent se cacher à la vue de tous. « Maman » murmura James alors qu'ils entraient dans l'appartement, « est-ce que le mur ici a disparu ?» Émilie s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Oui, ma chérie. Je l'ai enlevé. Je ne laisserai plus personne t'écouter sans ta permission. Alors, puis-je vous raconter une histoire ?» Émilie sourit, les larmes aux yeux. Oui. J'adorerais l'entendre. Le garçon commença à parler, des histoires de dragons, de forêts avec des arbres chantants et d'un vieux haut-parleur enterré sous terre qui ne murmurait plus. Émilie était assise en silence, à l'écoute. Et pour la première fois depuis des mois, la voix de son fils claire et insouciante ne se mêlait à aucune autre voix venant de derrière le mur. 2 jours après la découverte du système de surveillance au sous-sol, l'immeuble était sur le qui-vive. Tous les locataires étaient sous le choc. Un par un, ils ont frappé à la porte d'Émilie pour poser des questions. Elle était devenue la première personne assez courageuse pour parler, celle qui avait finalement réveillé tout le bâtiment d'un cauchemar qui durait depuis des années. « Émilie, je me souviens avoir entendu quelque chose dans ma salle de bain tard dans la nuit, » a raconté une jeune femme pâle du 2e étage. « Mais je pensais que c'était juste une fuite. Ma fille m'a dit un jour avoir entendu quelqu'un rire pendant son sommeil. Je l'ai grondé d'avoir inventé des choses. » Une femme âgée soupira, les yeux remplis de regret. Émilie ne dit rien. Elle hocha simplement la tête. Elle était épuisée, mais un feu intérieur s'était allumé. Une détermination à ne pas laisser l'homme derrière tous à passer entre les mailles du filet. Cet après-midi-là, Teresa et Henri revinrent avec de nouvelles informations. « Nous avons retrouvé Matthew, dit Teresa. Il se cachait dans une petite pièce d'un ancien entrepôt d'une entreprise de construction, à l'extérieur de la ville. Une unité spéciale l'a appréhendé tôt ce matin. »« Alors il n'est plus là ?» demanda Émilie, surprise. « Je pensais qu'il rôdait encore dans le bâtiment. » Henri secoua la tête. On dirait qu'une fois qu'il a compris que son système avait été découvert, il s'est faufilé dehors pendant la nuit. Mais il n'est pas allé bien loin. « Quelqu'un l'a aidé ?» demanda Ethan. « Ce n'est pas encore clair » répondit Teresa. « Mais d'après ce que nous avons pu comprendre jusqu'à présent, il a agi seul. Avec une extrême minutie, presque obsessionnelle. Il a cartographié l'acoustique de chaque appartement et a ajusté les fréquences de diffusion pour qu'elles correspondent au quotidien des habitants. » Robert fronça les sourcils. Pourquoi ferait-il ça? Pour se divertir? Pour avoir le contrôle? Ou juste pour être malade? Henri expira. Il a dit, et je cite, « Seules les voix des enfants détiennent encore la vérité. Les adultes mentent. Les murs entendent tout. » Les mains d'Émilie tremblaient. Cette phrase, celle que James avait répétée dans ses rêves paniqués, résonnait désormais avec une clarté absolue et une source réelle. Il n'y avait plus aucun doute. Matthew Smith était l'ombre avec laquelle sa famille vivait sans le savoir depuis 2 ans. Nous avons fouillé l'unité 4C, a ajouté Teresa. Il n'y avait quasiment aucun signe de vie quotidienne, mais nous avons trouvé une petite radio, un vieux classeur et du matériel technique.
Il a donc utilisé la 4C comme base secondaire, demanda Emily. Exactement. Mais sa véritable résidence était le sous-sol. Emily se tut. Chaque nouvelle information sur Matthew rendait le tableau plus complet, dégoûtant et déformé. Sa femme est morte dans un accident électrique, a poursuivi Teresa. Après cela, il a vendu tous ses biens et a disparu de Boston. La police l'a un jour soupçonné d'une série d'incidents vocaux mystérieux dans de vieux immeubles résidentiels autour de Salem, mais les preuves n'ont jamais été suffisantes. Robert a soudainement demandé, qu'a-t-il dit lorsqu'il a été arrêté? Henry a feuilleté ses notes et a lu la citation exacte. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste écouté. J'ai raconté aux enfants de meilleures histoires que leurs parents. Je n'ai jamais touché personne. Je suis le mur. Je suis l'oreille. Je suis le vrai son. Emily avait la chair de poule. Il pense qu'il fait partie du bâtiment. Exactement, acquiesça Teresa. Et c'est ce qui le rend encore plus dangereux, il croit sincèrement être né pour ça. Ethan frissonna. Un homme délirant. Très doué. Vivant dans l'ombre. Robert posa une main sur son front. Pendant toutes ces années, personne ne savait. Personne n'entendait. Personne ne parlait. Lui seul écoutait. Emily expira profondément et regarda Teresa. Il sera poursuivi, n'est-ce pas? Avec toutes les preuves, matériel de surveillance illégale, enregistrement non autorisé, atteinte grave à la vie privée et instabilité psychologique évidente. Nous portons plainte et demandons une évaluation psychiatrique pour des raisons de sécurité publique. Et s'il est déclaré légalement fou, demanda Emily. Il sera envoyé dans un centre de soins sécurisé. Mais soyez rassurés, il ne reviendra pas ici. Emily ferma les yeux un long moment. Dans son esprit résonnaient encore les murmures des sons qu'elle savait désormais être émis par un homme, et non par un démon ou un fantôme. Un homme de chair et de sang, à l'ouïe plus fine que quiconque, et obsédé par les enfants. Cet après-midi-là, James était assis dans le salon et dessinait. Au crayon, il dessina une pièce avec un mur ouvert. À l'intérieur, un vieil homme barbu parlait dans un micro. Le dessin était rempli de noir, de gris et de bleu profond. « Est-ce Monsieur Wall » demanda doucement Emily. James hocha la tête. Il n'a pas de bouche, mais sa voix est vraiment forte. Je n'ai jamais vu son visage, juste sa main tenant le micro. Elle était fine, avec des veines bleues. Comme celle d'un zombie. Emily frissonna. Tu rêves encore de lui? Non, répondit James. Puis il sourit. Le mur est silencieux maintenant. Emily le serra fort dans ses bras. À cet instant, elle sentit son poids s'alléger, non pas parce que Matthew avait été attrapé, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, son fils avait donné forme à sa peur. Et quand la peur a une forme, elle peut être dessinée, rétrécie, repliée. Et que la lumière brille sur tout le reste. La nuit suivant l'arrestation de Matthew, Emily avait laissé toutes les lumières allumées dans l'appartement. L'espace brillait, mais son cœur restait sombre. James se recroquevilla sur le canapé, les yeux grands ouverts et sans cligner. « Maman, » dit James d'une voix fatiguée, « je crois que j'entends quelque chose dans l'oreiller. » Emily lui serra la main. « Il n'y a rien, mon cœur. J'ai vérifié. Le mur est scellé. Plus personne ne t'écoute. Mais je t'entends toujours. » Emily esquissa un léger sourire. « C'est une bonne chose, ma belle. On s'écoute l'une l'autre maintenant, pas le mur. » Elle savait que James ne se remettrait pas du jour au lendemain. La capture de Matthew ne pourrait effacer les mois de tourments psychologiques qu'il avait endurés. Un garçon de 8 ans vivant dans la peur, la confusion et l'incrédulité ne guérit pas en quelques jours. Le lendemain matin, Robert est revenu avec une équipe de techniciens. Ils ont apporté des perceuses, du ciment, du matériel d'étanchéité des conduits et un plan de rénovation complet du système de ventilation d'Emily. Nous allons démolir le mur de la chambre de James, installer un revêtement acoustique moderne et la reconstruire entièrement. Nous allons également sceller tous les conduits acoustiques restants, a expliqué Robert. Emily regarda vers la chambre, autrefois le lieu de repos de son fils, aujourd'hui une grotte maudite. Il faut le faire. Le plus tôt sera le mieux. Elle hocha la tête. Elle porta James jusqu'au logement de Caroline, au 2e étage, et lui demanda de le surveiller pour la journée. James ne protesta pas. Il ne criait plus comme avant, mais son silence inquiéta encore plus Emily.
Avant de partir, James lui serra la main. « Maman, si le mur parle encore, tu me croiras. » Emily s'agenouilla et le regarda droit dans les yeux. « Je te le promets. La prochaine fois, dès que tu parleras, je te croirai. Même si les adultes disent des bêtises, je te croirai. » Le garçon hocha doucement la tête et suivit Caroline à l'intérieur. Emily se tenait immobile dans le couloir, des larmes tombant sur ses manches. La rénovation a duré 3 jours. Emily a fait appel à des spécialistes recommandés par Robert, des personnes ayant déjà travaillé sur des systèmes acoustiques complexes. Ils ont retiré chaque brique, aspiré la poussière des anciens conduits, inspecté chaque chemin et utilisé du ciment de qualité industrielle pour bloquer chaque espace. Nous avons même trouvé des trous de micro-caméras cachés derrière les boîtiers de prise, a déclaré Jacques, l'un des ouvriers. Ce type a fait un travail de pro. Certaines soudures sont encore fraîches. Robert a supervisé chaque étape. Tout doit être scellé. Plus un seul trou. Ce mur doit devenir un réel mur. Emily les regardait travailler du matin au soir, comme si c'était le seul moyen de retrouver la paix qui lui avait été volée. La 3e nuit, la chambre était terminée. Le nouveau mur était peint d'un gris doux, sans aucune trace de microphone, de bouche d'aération ou de quoi que ce soit qui ait jamais fait ramper la peau d'Emily. Nous avons ajouté un panneau acoustique triple couche à l'intérieur, explique Robert. Même si quelqu'un essayait de murmurer d'ailleurs, il n'entendrait plus que le silence. Emily hocha la tête. Merci, Robert. Il la regarda avec une expression triste. Le plus important, c'est que tu vas devoir te soigner. Ce soir-là, Emily ramena James à la maison. Le garçon observa prudemment la pièce rénovée. Ça n'a pas l'air pareil, a déclaré James. C'est parce que ce n'est plus pareil. C'est un nouvel endroit. Un endroit où personne ne peut vous entendre, à moins que vous ne le souhaitiez. Plus d'oreilles dans le mur. Non, juste moi. Et je t'écouterai avec mon cœur. James entra lentement dans la pièce, posa son sac à dos et regarda autour de lui. Il tendit la main, toucha le mur et y colla son oreille. Silence total, murmura-t-il. On dirait l'océan, mais sans vagues. Emily se tenait sur le seuil, le regardant. Et cette fois, ses larmes n'étaient pas de peur, mais de soulagement. Mais dans les jours qui suivirent, faire dormir James seul fut loin d'être facile. Au moindre bruit ou une rafale de vent secouant la fenêtre, les tuyaux claquant derrière les murs où il sursautait, les yeux écarquillés de peur, le cœur battant la chamade. « Je déteste la nuit », murmura James un soir. Le jour, personne ne raconte d'histoire. Mais la nuit, elle me manque. Et je la déteste aussi. Manquer quoi? Demanda doucement Emily en l'entourant de ses bras. La voix. Pas parce qu'elle était agréable. Juste parce que, elle m'était familière. Elle faisait partie intégrante de ma façon de m'endormir. La gorge d'Emily se serra. Eh bien, je pourrais peut-être plutôt raconter des histoires? James hocha la tête. Ce soir-là, Emily sortit un vieux livre de contes de fées. Sa voix trembla d'abord, mais peu à peu, elle se stabilisa. James ferma les yeux, serrant toujours le bord de sa chemise, mais petit à petit, son expression s'adoucit. Quand elle eut fini de lire, il ne demanda pas une autre histoire. Il murmura simplement. « Ta voix est meilleure. » Une semaine plus tard, Robert est revenu pour une inspection finale. James lui fit visiter fièrement sa nouvelle chambre, lui montrant les choses comme un petit architecte. Voici le mur qui ne parle pas. Voici la fenêtre sans vent. Et ceci est mon lit où personne ne chuchote. Robert sourit. Tu aimes ta nouvelle chambre? Oui. Mais, le vieux mur me manque encore un peu. Parce que j'y ai été vraiment courageuse. Emily entendit ces paroles et ses yeux se remplirent de larmes. Après le départ de Robert, Emily et James se sont assis ensemble dans le salon, coloriant côte à côte. Le garçon a dessiné 2 murs, un vieux mur avec une oreille et un microphone.